Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Donc pour finir la journée, merci d'être là. On va parler de la manière dont l'open source peut aider à comprendre les impacts environnementaux du numérique, à démystifier un peu le sujet notamment. Je me présente, je suis Benoît Petit, je suis cofondateur d'une petite coopérative qui travaille spécifiquement sur les impacts environnementaux du numérique, sous un angle conseil, bureau d'études et édition de logiciels open source. Et je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Boavista, et dont la mission, c'est de rassembler des acteurs du privé, du public, des universités, pour faire des communs numériques sur le sujet, pour aider à mieux comprendre les impacts environnementaux numériques, à mieux pouvoir agir sur le sujet avec des meilleures données, des meilleures méthodes et des meilleurs outils open source pour travailler sur le sujet. Dans cette présentation, je vais présenter quelques projets open source, dont des projets de l'association. Je les présente dans le cadre de mes contributions à ces projets-là. Vous verrez, il y a un petit logo Boavista sur la slide quand c'est un outil Boavista. C'est bien pour préciser que c'est des outils de l'association, ce pas des outils Hublot. Donc pour commencer, on va se poser la question de pourquoi l'open source c'est important quand on parle d'évaluation d'impacts environnementaux. Ensuite, on verra comment l'open source peut nous aider à mieux comprendre la consommation d'énergie dans l'IT, parce que la consommation d'énergie, c'est pas un impact environnemental en soi, mais c'est un des proxys, c'est une des données à laquelle on pense en premier quand on est en IT. C'est vraiment le premier truc qui ressort quand on commence à s'intéresser au sujet. On va essayer de démystifier un peu ça. Et ensuite, on se demandera comment l'open source peut permettre de mieux comprendre les impacts environnementaux en tant que tels. Et enfin, comment l'open source peut être un mode d'action sur le sujet. On peut faire de l'éco-conception de ces projets, mais à travers l'open source, il y a tout un tas d'axes d'action qui sont possibles. Alors pour commencer, quand on parle d'impact environnementaux de l'IT ou du numérique, vous allez souvent entendre parler de carbone, d'empreinte carbone, de CO2, ça commence à être bien connu. Chez Hublot, nous on travaille uniquement dans le prisme des limites planétaires. Si vous n'êtes pas familier avec la notion de limite planétaire, en fait c'est un modèle qui en fait fixe des seuils que l'humanité n'est pas censée dépasser pour s'assurer que l'environnement propice dans lequel on a évolué jusque-là continue d'être propice. En l'occurrence, la dernière mise à jour de ce modèle, qui date de 2023, nous dit que 6 des 9 limites planétaires sont déjà dépassées. Donc bien sûr, il y a le réchauffement climatique, ça c'est le plus connu, mais il y a tout un tas d'autres indicateurs, notamment l'occupation des sols, l'intégrité de la biosphère, les perturbations des cycles biogéochimiques. Et donc, chez Hublot, on travaille dans ce prisme-là, on accompagne nos clients dans ce prisme-là, et donc, il y a pas mal de choses dans cette présentation qui vont être dans ce prisme-là. Quand je vais parler d'impacts environnementaux, je ne parle pas que de gaz à effet de serre. Et souvent, ça change pas mal la donne de savoir si on parle que de gaz à effet de serre ou d'autres choses. Alors d'abord, pourquoi l'open source est important quand on parle d'évaluation des impacts environnementaux ? En fait, c'est assez simple. Les évaluations d'impacts environnementaux vont à un moment donné découler en de l'affichage environnemental. Donc les méthodes, les outils, les données qu'on va utiliser pour faire des évaluations d'impacts environnementaux, à un moment donné, ça va finir en affichage environnemental. Donc là, c'est un exemple d'affichage orienté consommateur. Mais il y a d'autres indicateurs dans l'IT qui peuvent être utilisés. À partir du moment où on fait de l'affichage environnemental, si on ne peut pas aller critiquer la méthode, les données ou les outils qui sont utilisés, on a un petit problème. C'est bien entendu encore plus le cas quand ça découle sur des nouvelles réglementations. On n'a pas vraiment... Enfin, en tout cas, nous, chez Hublot, on part du principe que si on applique une nouvelle réglementation, que ce soit à un secteur économique, aux consommateurs, aux fournisseurs de services, il y a un vrai problème si on ne peut pas aller critiquer la méthode et proposer des améliorations. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il ne faut pas se leurrer aujourd'hui en termes d'évaluation des impacts environnementaux. On se base encore sur des données qui sont de faible qualité. Là, c'est un exemple. C'est l'impact carbone normalisé de la fabrication d'une dalle LED pour les écrans. Et donc, c'est l'impact par pouce. Donc, c'est l'unité, c'est kilogramme CO2 équivalent par pouce.
Si on va voir ce que nous dit Dell sur le sujet, Dell va nous dire qu'un pouce à fabriquer pour un écran, c'est entre 11 et 26 kg CO2 équivalent par pouce. Chez Lenovo, on va nous dire que c'est entre 5,7 et 24,5. Chez HP, on va nous dire que c'est entre 3,3 et 8,6. Si on va voir la base Negaoctet, qui est une base de facteurs d'impact environnementaux, c'est fait pour ça, elle va nous dire 2,9 et l'ADEME est autour de 2,7. Donc que croire parmi toutes ces données pour faire ces calculs? Alors ce qui fait plutôt consensus maintenant, c'est d'utiliser la base Negaoctet ou la base empreinte de l'ADEME, puisqu'il y a eu des travaux itératifs sur le sujet, et s'ils affichent ces chiffres-là, c'est pas pour rien. Mais en l'occurrence, je suis incapable de vous expliquer aujourd'hui pourquoi, entre Dell et HP par exemple, j'ai des écarts aussi grands. Pour la simple et bonne raison que les méthodes ne sont pas ouvertes, les données ne sont pas ouvertes, et les outils non plus. La seule chose qu'on sait, c'est que Dell et Lenovo, ils s'appuient tous les deux, enfin historiquement, ils s'appuient tous les deux sur une méthodologie qui s'appelle PAIA. Donc PAIA, on peut la trouver, la méthodologie, on sait quelle est la méthode de calcul, mais on ne sait pas quelles sont les hypothèses de départ et les données de départ. Donc du coup, je ne peux pas vous expliquer pourquoi il y a cette différence. Donc encore un exemple qui explique pourquoi faire de l'open source, de l'open data, de l'open méthodologie, disons, c'est capital, parce que sinon on se retrouve avec des choses inutilisables. Donc maintenant, à quoi peut nous servir l'open source en ce qui concerne la compréhension et la réduction de la consommation d'énergie dans l'IT? Après, je vais rebasculer sur les impacts environnementaux, mais je préfère commencer par ce zoom-là, comme je disais en introduction. Déjà, je vais reposer un peu de contexte. Alors moi, je viens du monde du data center, donc je vais avoir un petit biais data center et cloud dans cette présentation. Il y a un sujet qui a été traité d'une manière un peu étrange ces dernières années, c'est la consommation d'énergie des data centers. Vous avez peut-être vu dans des grands journaux, notamment le New York Times, des titres de journaux qui vous disent « La consommation d'énergie des data centers dans le monde est plate depuis 10 ans, c'est 1% de la consommation d'énergie mondiale, ça n'a pas bougé, ce n'est pas vraiment un problème. Sous-entendu, occupez-vous des équipements utilisateurs, ça suffit. » Récemment, l'IEA, donc l'Agence internationale de l'énergie, qui est plutôt un organisme conservateur sur le sujet. Généralement, il ne publie pas des chiffres exagérés, c'est plutôt des chiffres prudents, a mis à jour ses estimations. Et en fait, ce qui se passe, donc là, vous avez un découpage de la consommation 2022-2026 pour les États-Unis, l'UE et la Chine. Si on cumule le tout, en fait, les résultats nous disent que donc c'est un agrégat d'études, c'est pas eux qui ont produit les chiffres, ils ont agrégé des études scientifiques sur le sujet. En 2022, la consommation des data centers était au-dessus de 400 TWh par an, enfin pour l'année 2022. Sachant que les précédentes estimations, il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé sur l'année 2020, on annonçait 200 TWh. Donc déjà, ça veut dire qu'on a fait x2 en 2 ans. Ou alors que les données d'avant n'étaient pas bonnes. La projection pour 2026 annonce plus que 800 TWh. Ça veut dire qu'on ferait x2 en 4 ans. Donc, on peut critiquer les chiffres. Il y a certainement des biais dans les chiffres qui expliquent pourquoi on fait des bonds comme ça à chaque nouvelle estimation. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que les data centers nous disent toujours l'efficacité de mon data center est au top. J'ai un PUE très très bas. Le problème est résolu. L'enseignement de cette augmentation significative, notamment liée à l'IA et au minage de crypto-monnaies, vous vous en doutez, mais pas que. L'enseignement numéro 1, c'est que l'efficacité, c'est insuffisant en fait. Donc, à chaque fois qu'on parle d'efficacité en IT pour réduire les impacts environnementaux, c'est une bonne chose, mais ça sera toujours insuffisant. Sur tous les sujets, sur tous les axes, on le voit, et les données sont là pour le montrer. Donc, que peut-on faire à notre échelle pour contribuer à consommer moins? Donc, je vais vous parler d'efficacité, vous avez noté, c'est une bonne chose, mais il y a encore plus de choses à faire que ça. Mais on peut déjà évaluer la consommation d'énergie de ces applicatifs. Chez Hublot, on développe un outil open source qui s'appelle Scaphandre, que vous pouvez installer sur vos serveurs bare metal, sur vos machines virtuelles si vous êtes dans un contexte où vous maîtrisez l'infrastructure et les machines physiques. Ça ne marche pas sur le cloud, j'anticipe la question. Et vous pouvez exporter ces données dans un Grafana ou autre stack de monitoring. Montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc dans les grandes lignes, vous allez avoir bien sûr la consommation d'énergie des machines. Donc là, c'est pour une machine d'exemple.
Là, donc bien sûr, c'est des relevés de puissance que vous avez. Vous pouvez agréger ça en métrique de consommation d'énergie sur un pas de temps à définir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous zoomez, vous avez la consommation d'énergie par processus système. Donc, par extension, on peut avoir la consommation d'énergie d'un applicatif si on sait quels sont les process qui lui sont rattachés. Donc voilà globalement l'idée. Donc ça, c'est une première approche intéressante. C'est pas la seule. Si on parle vraiment que de la consommation d'énergie, il y a d'autres options. Toutes les options que j'ai mis au-dessus sont des options open source, puisque c'est le sujet de la conférence. Si vous démarrez par le coin inférieur gauche, bien sûr, vous avez aussi toujours la possibilité de mesurer avec des équipements physiques, donc soit des wattmètres, soit des smart PDU, soit tout un tas d'équipements physiques qui sont là pour vous fournir la consommation d'énergie d'une machine. Et après, au-dessus, c'est les solutions logicielles. Ces solutions logicielles, elles reposent sur différentes interfaces qui sont fournies par les fabricants. En tout cas, Rappel, c'est l'interface qui est utilisée par Scaphandre, qui est utilisée par d'autres solutions pour avoir la consommation d'énergie du processeur, de la mémoire et éventuellement d'autres composants. SMI, c'est une interface que vous pourriez utiliser pour avoir la consommation d'énergie de vos GPU, si vous utilisez du GPU. Et ensuite, il y a une troisième approche qui est possible. Donc, il y a les équipements de mesure physique, les équipements de mesure logicielle, et après la modélisation. Et il y a plein de cas dans lesquels on ne peut pas avoir une mesure directe, et on peut être amené à faire une modélisation, et c'est tout à fait valable selon ce qu'on veut en faire à la fin. Et l'API Boavista, qui est un autre projet dont je parlerai après, fait de la modélisation. Donc maintenant, je me dois de vous préciser les limites de ces outils. Ouais, open source, c'est pas juste pour le code, c'est aussi quelles sont les limites de ce qu'on utilise. J'ai essayé les rectangles jaunes là-bas, c'est le périmètre qui est couvert par une interface comme Rappel qui vous retourne la consommation d'énergie pour une machine. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que dans sa version standard, disons, Rappel vous retourne que la consommation d'énergie du processeur, de la mémoire et du chipset graphique intégré au CPU, s'il y en a un. Dans sa version étendue, donc le gros carré vert, en théorie, il vous remonte la consommation d'énergie de tous les composants qui sont connectés à la carte mère. SMI, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est que la consommation d'énergie des GPU. Et après, si vous utilisez de la modélisation ou un équipement physique de mesure, vous allez pouvoir avoir la consommation globale de toute la machine sans ces petites exceptions. Mais en fait, ce dont on se rend compte là, c'est que mesurer la consommation d'énergie, c'est toujours un compromis entre j'ai une mesure complète de la consommation d'énergie d'une machine et j'ai une mesure fine et je peux attribuer une part de cette consommation à un processus ou à un applicatif et donc faire de l'éco-conception. Et on n'a jamais les deux en fait. J'allais dire rarement, mais on n'a jamais les deux. Donc il faut bien avoir ça en tête. Quand on s'outille pour la consommation d'énergie, c'est une bonne chose, mais généralement c'est pas suffisant. Il faut prendre en compte ses limites. Un axe par lequel on pourrait améliorer la situation, on pourrait avoir des outils logiciels qui extrapolent la consommation d'énergie des composants qu'ils peuvent voir pour avoir une consommation plus proche de la consommation de la machine. En fait, ce serait de collecter des données sur du matériel réel avec des benchmarks. Et c'est exactement ce qu'on a lancé avec le projet Energista dans Boavista, qui vise en fait à collecter ces données-là, faire des analyses statistiques et produire des modèles qu'on va pouvoir insérer dans les logiciels de mesure après pour corriger tous les biais que je vous ai présentés juste avant. Donc maintenant, on va essayer d'avoir une vue plus impact environnementaux. J'ai fermé la parenthèse énergie. En fait, ce qu'on va essayer de faire quand on parle d'impact environnementaux, mais spécifiquement concernant l'énergie, en fait, c'est qu'on va essayer de retracer la matérialité du numérique, la matérialité de l'énergie qu'on consomme. Et donc, bien sûr, la première chose à laquelle on pense, c'est l'électricité qu'on consomme, donc l'énergie finale. Mais en fait, ce qui va nous intéresser, nous, d'un point de vue analyse de cycle de vie, impact environnementaux, c'est ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, évidemment, c'est les moyens de fabrication de l'électricité qui émettent plus ou moins de gaz à effet de serre. C'est aussi l'énergie primaire qu'on va collecter, donc des hydrocarbures sur le schéma.
C'est l'eau qu'on va consommer, l'eau pour refroidir les centrales qui nous permettent de fabriquer l'électricité, l'eau dont on a besoin pour refroidir les data centers en amont. Si dans notre mix on a des énergies renouvelables, ça va être par exemple les minéraux, les métaux. Voilà. Donc on est vraiment sur une approche multicritère et c'est ça qui va nous intéresser, notamment chez Boavista, on va en parler. Une autre vue peut-être pour entamer cette bascule entre consommation d'énergie et impacts environnementaux. Si j'applique, si j'essaye de vous expliquer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle d'un data center, il y a des choses qui paraissent assez évidentes. Par exemple, ce qui est en vert, c'est les émissions directes, donc ce qu'on appelle dans le GHG protocole le scope 1. Le scope 1, en fait, c'est les émissions locales directes. Donc, par exemple, dans un data center, les cuves de fuel, les générateurs de secours, forcément, on va émettre localement des gaz à effet de serre. Le scope 2, c'est les émissions indirectes. Donc, c'est tout ce qui consomme de l'électricité. Et les émissions indirectes tierces, c'est celles qui sont liées, grosso modo, à la fabrication des équipements. Et ça concerne absolument tout dans le data center, le bâtiment compris. Et ça, il est possible aujourd'hui en IT de le compter et de l'attribuer et de le remonter aux utilisateurs. Encore une fois, donc, un schéma similaire à la question de l'énergie, mais là pour la partie fabrication. Qu'est-ce qu'on va essayer de prendre en compte dans l'évaluation de l'impact de la fabrication des équipements, des serveurs, des équipements réseau? En fait, c'est le processus à la fois de fabrication, d'assemblage et de packaging qui va nécessiter notamment du plastique, de la tôle pour le casing des machines, la gravure des composants. Donc la gravure, ça va nécessiter grosso modo des gros lasers qui consomment énormément d'énergie et il faut beaucoup d'eau pour les refroidir, si je caricature. Et bien sûr des métaux, parce que tout ça, c'est basé sur des métaux qu'on va extraire. Et donc, quand on a toute la supply chain sous les yeux, un autre point important qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, toute ressource informatique économisée, même en tant que développeur, en tant que chef de projet, en tant qu'infra, quel que soit le corps de métier, toute ressource informatique économisée, toute contribution au fait de moins acheter d'équipements neufs, que ce soit des équipements côté utilisateur ou côté infra, c'est très positif. C'est même parfois beaucoup plus positif que de se poser la question de l'énergie. Surtout en France où on a un mix électrique qui est plutôt bas carbone. Bien souvent, c'est la fabrication des équipements qui est le sujet sur lequel on peut avoir le plus d'impact. Même quand on est dans le cloud, rationaliser les ressources déployées pour un service cloud, c'est un vrai impact significatif. Donc une autre petite démo pour vous montrer un peu ce que fait l'association à laquelle on contribue. Donc c'est un projet qui s'appelle Data Vista. Ça, en fait, c'est le démonstrateur. Ce qui nous intéresse surtout derrière, c'est l'API Boavista, qui est l'API qui se trouve derrière ce site web. Mais le démonstrateur est là pour nous montrer un peu ce que ça permet de faire. Globalement, je vais pouvoir évaluer les impacts environnementaux, fabrication comprise, d'équipements. Donc d'équipements physiques. Ici, je suis sur un serveur. Mettons que j'ai plus de barrettes de RAM, que j'ai moins de disques SSD, plus de disques HDD. Je vais pouvoir rentrer tous ces paramètres. Je vais pouvoir changer le fabricant, la capacité et les caractéristiques de chaque composant, et ça va me donner une estimation des impacts environnementaux. Donc on a les gaz à effet de serre, avec un découpage utilisation-fabrication. Donc ça, comment c'est calculé? En fait, c'est des hypothèses d'usage. Donc on va donner un mix électrique, on va donner une durée de vie, et on va donner une consommation moyenne selon si la machine est plus ou moins utilisée. Et donc, comme on le disait, on va avoir des impacts environnementaux, mais pas que sur les gaz à effet de serre. On va avoir l'énergie primaire, l'épuisement des ressources abiotiques. Donc ça, c'est les minéraux et les métaux. Et là, c'est pas à jour avec la dernière version de l'API, mais en fait, on a jusqu'à 16 critères environnementaux qui peuvent être remontés. On a pareil sur les impacts du cloud, au moins AWS et Azure pour l'instant. En tout cas, les instances IaaS. Et donc, il suffit de choisir le fournisseur de cloud, le type d'instance, avec des hypothèses d'usage, et ça va nous donner une estimation. Et donc ça, comme il y a une API derrière, ça peut très bien être automatisé, ça peut très bien être inséré dans des chaînes de monitoring ou de surveillance des infrastructures qui sont déployées pour avoir des indicateurs qui sont calculés automatiquement.
Et par exemple, oui, si on va sur l'impact des terminaux, là, on a mis à jour le front-end et on a un petit peu plus de critères d'impact. Donc ça, c'est un des projets. Et par-dessus, il y a d'autres projets qui sont en développement. Et notamment, donc on a mentionné, donc DataVista, c'est le front-end qui est basé sur l'API Boavista. Mais si vous êtes dans le cloud et que vous voulez pas, là c'était vraiment une estimation à la main pour se donner un ordre d'idée, mais si on veut avoir quelque chose d'automatique, c'est tout à fait possible. Un exemple, c'est Cloud Scanner. Donc Cloud Scanner, c'est globalement l'API Boavista avec une lambda qui va scanner le contenu d'un compte AWS et poser les bonnes questions à l'API et tout remonter comme des données de monitoring qu'on va pouvoir ensuite afficher dans un dashboard X ou Y. Donc ça, c'est un projet qui est aussi disponible sur GitHub que vous pourriez aller étudier. Un autre projet qui s'appelle BoAgent, qui est l'équivalent, mais pour les machines physiques. Donc là, l'inventaire qu'on va essayer de collecter, c'est pas l'inventaire des machines, mais c'est sur une machine les composants, pour poser exactement les bonnes questions à l'API et avoir une estimation la plus fine possible. Et en fait, tout ça, donc c'est basé sur l'API, et l'API, elle est basée sur les travaux de l'association. Et les travaux de l'association, c'est des travaux méthodologiques. Comment on calcule l'impact de la fabrication d'un semi-conducteur qui se retrouve à la fin dans une mémoire ou dans un CPU. C'est un travail sur les données, parce qu'il faut faire aussi du recoupement de données, ce que les fabricants nous donnent, ce que les chercheurs nous donnent. Et à la fin, l'idée, c'est de mettre tout ça sous forme de logiciel pour que ça soit accessible à tout le monde le plus facilement possible. Et ça, c'est l'API. Un autre exemple de travaux, qui n'est pas du logiciel, mais qui est aussi une forme de tentative d'open sourcer un peu toutes ces thématiques-là, même si c'est un peu opaque, c'est une question qui revient souvent, c'est que me retourne la calculette carbone de mon cloud provider. Vous savez que les 3 gros cloud providers ont des calculettes carbone. Quelles sont les différences entre les chiffres que je vois de l'un à l'autre? Donc vous avez un article sur le blog de Boavista qui reprend la différence, je ne vais pas vous la faire en détail ici, mais globalement les différences sont assez significatives. Il y a des morceaux entiers d'impact qui sont comptés chez certains providers qui ne le sont pas chez d'autres. Et ça, à moins qu'on aille voir les petites lignes des conditions d'utilisation quand on est sur la calculette carbone, on ne le sait pas forcément. Donc maintenant, un autre élément que je voulais partager avec vous, c'est... Là, je vous ai parlé beaucoup d'évaluation, je vais encore en parler un petit peu. Mais globalement, on n'est pas obligé de tout mesurer déjà pour commencer à agir. Et en fait, le simple fait de contribuer à l'open source, à mon sens, c'est un super vecteur pour agir. Et ce n'est pas forcément le vecteur que votre département RSE va vous demander pour pouvoir afficher des résultats. Mais pour de vrai, c'est le meilleur moyen de comprendre les impacts environnementaux. Et c'est aussi le meilleur moyen de contribuer à le réduire. Je vais essayer de m'expliquer. Si on reste dans un périmètre d'évaluation, il y a encore tout un tas de projets auxquels on peut contribuer et qui peuvent être utiles pour comprendre les impacts d'un projet informatique. Le premier, c'est Software Lifecycle Impact. C'est un projet qui tente de modéliser les impacts environnementaux d'une équipe de développement. Donc à la fois le processus de développement lui-même, mais le people, le transport, le bâtiment, le chauffage, etc. Ça, c'est des choses, nous, quand on fait des analyses de cycle de vie, on sait le faire. Mais ce n'est pas forcément accessible à tout le monde et ce n'est pas forcément compté du coup dans les chiffres qui sont publiés par les entreprises. C'est le genre d'outil qui essaye de démocratiser cette partie-là et de vous fournir des évaluations qui soient simples à faire. Donc contribuer à cet outil-là, ça serait très bénéfique pour tout l'écosystème et vous apprendriez à vitesse grand V sur les impacts environnementaux d'un projet informatique. Ensuite, si on parle d'optimisation et d'impacts environnementaux liés au code et à la manière de développer, il y a un super projet qui s'appelle EcoCode, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est en fait une banque de mauvaises pratiques de code avec un plugin Sonar. Et il y a des adaptations qui sont faites pour les différents langages, que ce soit des langages mobiles, des langages web. Et en fait, vous pouvez, dans votre CI, avoir des alertes sur, attention, un code smell. Donc ce qu'ils appellent les code smells, c'est les dark patterns. Un dark pattern a été détecté dans ton code, c'est un analyseur syntaxique. Et donc tu pourrais améliorer tel élément, tel élément, tel élément.
Par exemple parce que ça va pomper la batterie, par exemple parce qu'il y a trop d'appels qui sont faits sur le réseau d'une manière non efficace. Donc ça, c'est un super projet. Il y a une énorme communauté autour de ça. Il y a des hackathons EcoCode qui sont organisés. Je suis allé au dernier, il y avait 120 ou 130 développeurs. C'est des gros événements. Et c'est un super lieu de rencontre, de compréhension. Il y a les personnes qui écrivent les dark patterns, il y a les personnes qui donnent l'inspiration pour écrire les règles. Et il y a les personnes qui essayent de fabriquer un peu d'outillage pour évaluer, oui ou non, corriger ce dark pattern a eu un effet significatif. Donc super initiative. Une autre initiative, si vous êtes plus au niveau API, plus au niveau PO, PM, il y a l'API Green Score, c'est un projet qui est en fait une grille d'évaluation pour la conception de vos API. Donc pareil, il y a tout un tas de dark patterns ou de bonnes pratiques qui sont référencées et vous pouvez obtenir un score par rapport à l'API que vous êtes en train de construire. Ça peut être un guide dans la conception des API pour concevoir les choses d'une manière plus sobre. Encore deux autres projets. Boavista, pour le coup. Le premier, eFootprint, c'est un outil qui vous aide à modéliser les impacts d'un service numérique, on va dire vu d'en haut, c'est-à-dire d'un point de vue utilisation. Mon service numérique, ça va être, je sais pas, un back-end de stockage avec un site web qui va présenter du contenu et je vais faire appel à tel ou tel service tiers pour tel ou tel traitement d'image. Bon bah voilà, je rentre tout ça dans l'outil, ça me fait une modélisation et à partir de là, ça va tenter de m'estimer les impacts globaux du projet à l'usage. Et un autre qui est assez lié, c'est EcoBenchmark. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude, il y a une étude portugaise qui est sortie en 2017 sur la consommation énergétique par langage de programmation. Donc ça avait fait un peu de bruit parce que c'était à la fois intéressant, mais en même temps c'est un peu biaisé, parce que le langage ne fait pas tout finalement dans un projet informatique. Et ils ont voulu corriger ça, et c'est un projet qui est mouvant, c'est un benchmark évolutif. L'idée c'est que les personnes qui mènent le projet ont développé une même application en plusieurs langages, mais ils n'ont pas fait changer que le langage, ils ont changé la manière de configurer le runtime pour le serveur d'application, le type de base de données qui est utilisé, est-ce qu'il y a du cache, pas du cache, est-ce qu'il y a de la pagination, pas de pagination, est-ce qu'on a un code qui est plutôt de bonne qualité ou est-ce qu'on a volontairement essayé de coder de manière un peu crado pour voir ce que ça donne. Et donc ils ont essayé de pondérer tout ça. Et donc vous avez un benchmark évolutif avec des résultats qui sont publiés régulièrement. Et ça aussi c'est un super projet en termes de conception pour faire des choix techniques. Et en termes d'impact environnementaux, c'est hyper éclairant de voir quel paramètre peut avoir une importance. Ensuite, si vous êtes plutôt sur la partie de déploiement cloud et infrastructure, il y a aussi des projets auxquels contribuer qui sont vraiment hyper intéressants. Donc Cloud Carbon Footprint, c'est peut-être le plus connu. C'est quand vous n'êtes pas satisfait de la calculette carbone de votre cloud provider, vous pouvez essayer d'obtenir une estimation provenant d'un projet open source que vous installez sur votre compte cloud. Et il y en a un autre, si vous êtes plutôt côté déploiement, que vous écrivez du code Terraform pour déployer des infrastructures sur le cloud, Carbonifère, c'est un projet qui vous permet de faire une estimation sur la base de vos fichiers Terraform et de vos TF state. Ça va vous faire une estimation. Voilà, si tu déploies cette infrastructure telle que je la vois dans tes fichiers, voilà l'impact que j'estime qui sera associé. Ensuite, si vous êtes plutôt sur la partie machine learning, IA générative et consorts, il y a encore d'autres projets. Ecologits, c'est une librairie qui estime l'impact quand vous utilisez un LLM. Donc je parle des LLM publics avec une API. ChatGPT et consorts. Donc c'est une librairie qui vous retourne un impact en fonction de la question que vous allez poser. Et Code Carbone, c'est plutôt si vous concevez vous-même vos modèles de machine learning. C'est une librairie Python. Vous mettez deux breakpoints. Ici démarre ma mesure, ici elle s'arrête. Il va vous remonter la consommation d'énergie et les gaz à effet de serre estimés pour ce que le GPU en fait a fait pendant l'entraînement ou pendant l'utilisation du modèle. Bon là j'ai un autre petit avertissement. C'est que je vous parle d'outils pour évaluer, donc c'est hyper intéressant, mais je vous parle d'outils pour évaluer et en même temps je vous parle d'un des cas d'usage qui est en train de faire exploser la consommation d'énergie de l'IT dans le monde. Déjà, évaluer n'est pas agir, donc je vous donne ces outils-là au cas où vous seriez contraint et forcé de travailler sur ce type de projet. Mais pour autant, questionner le besoin et la technologie utilisée, ça reste le premier élément. J'adore les développeurs derrière ces projets-là et c'est génial qu'ils le fassent. Simplement, c'est ce qui doit arriver après. Et
Et j'attire aussi votre attention sur le fait que la technologie, c'est plus que de la technique. Il y a forcément, dans technologie, il y a forcément un lien avec le social, il y a forcément un lien avec l'évolution des comportements des utilisateurs, avec l'évolution de l'économie. On a tendance souvent à penser que la technologie est neutre, et je pense qu'il y a un vrai débat à avoir sur le sujet. Ensuite, un autre axe que vous pourriez actionner, c'est de faire durer le matériel. Donc faire durer le matériel, ça passe par plein de choses. Quand on est développeur, parfois on a la chance de pouvoir agir sur les logiciels qui vont directement conditionner la durée de vie de notre matériel. Parfois non, mais même quand on n'a pas cette occasion, il y a un certain nombre de projets auxquels on peut contribuer qui aident à faire durer le matériel. Sur le mobile, il y a iOS et pas iOS et LineageOS qui sont des systèmes d'exploitation open source qui permettent de faire durer les matériels. C'est des OS qui tournent sur des smartphones de 2012 et c'est juste une petite prouesse. Mais ils ont besoin de monde, ils ont besoin de développeurs, ils ont besoin de personnes pour écrire de la doc, ils ont besoin du X-designer pour repenser les interfaces. Il y a énormément de choses à faire. Et c'est pareil avec vos distributions Linux et BSD préférées, surtout avec, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les prérequis matériels de Windows 11 font que globalement, tous les PC qui ont été fabriqués avant 2018 ou 2017, c'est à peu près dans cette fenêtre, vont pas être compatibles. Donc en fait, à l'échelle des grosses entreprises, ça veut dire qu'on va mettre à la benne des dizaines de milliers d'ordinateurs en quelques mois. Et donc, ça serait bien en fait de les réutiliser et ça serait bien d'en faire quelque chose. Donc, si vous êtes investi dans ces projets-là, ça peut être un axe. Donc le quatrième point d'attention, c'est que en tant que développeur, contribuer à décorréler le cycle de vie du matériel et le cycle de vie du logiciel, c'est une véritable action. Et on n'a pas besoin de faire de la mesure d'impact environnemental pour faire des choses positives sur le sujet. C'est un vrai sujet. Faire durer le matériel, ça passe aussi par autre chose que du logiciel. Quand on est développeur, on a des compétences à apporter à différentes initiatives. Au Repair Café, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un Repair Café, mais c'est un lieu de partage, c'est un lieu où on comprend comment la technique fonctionne, c'est un lieu où on essaye de réparer d'une manière conviviale le matériel. Ou alors par du lobbying citoyen avec des associations comme HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui fait un super travail et qui contribue réellement à faire changer les lois sur le sujet pour avoir des produits plus durables et plus réparables. Et ça, en fait, il y a un vrai sujet autour de ça également, c'est-à-dire qu'on est souvent cantonné dans notre rôle de technicien, ou en tout cas on se croit cantonné dans notre rôle de technicien, mais tout ce qui est autour d'expliquer, de partager, de former, de rendre accessible le numérique, de l'expliquer aux non-techniciens, c'est aussi un vrai axe d'empowerment, mais c'est vraiment un axe de changement citoyen et on n'a pas besoin de rester cantonné dans nos métiers pour trouver des solutions. Je vous ai mis un certain nombre de ressources que vous pourriez prendre en photo, écouter, rejoindre ou étudier. Il y a tout un tas de ressources sur le sujet. Si vous êtes dans les technologies cloud, la CNCF a créé un tag Sustainability pour travailler sur ces sujets-là. Ils ont un blog, ils organisent des conférences sur le sujet. Boavista, on en a parlé. Il y a la SDIA, il y a la Green Web Foundation, il y a la Green Software Foundation que vous connaissez peut-être, qui est celle qui a certainement le plus de visibilité. Et après, comme je vous disais, il y a un certain nombre d'événements. Donc les Challenge EcoCode, c'est un lieu vraiment sympa et un moment de partage qui a vraiment beaucoup de valeur. Vous avez des communautés comme Climate Action Tech où vous allez retrouver beaucoup de personnes du numérique qui se posent la question de comment faire différemment dans leur métier, mais aussi comment concevoir l'IT de demain. Des podcasts et des organisations que vous connaissez peut-être, l'ADEME et l'ARCEP, qui publient beaucoup de papiers sur le sujet et qui sont réellement intéressants. J'ai un peu introduit le sujet entre les lignes, mais il y a aussi un élément, c'est que la matérialité du numérique, c'est pas quelque chose de statique et c'est pas quelque chose. Disons que le tout est bien plus que la somme des parties. C'est-à-dire que l'impact d'une application ou d'un service numérique, c'est bien plus que simplement ses impacts directs et le matériel qui est réquisitionné. Si je prends une application comme Uber, on peut, au-delà de se poser la question de l'impact environnemental de l'application elle-même, on peut se poser la question de savoir
Est-ce que les utilisateurs d'Uber, c'est principalement des gens qui prenaient les transports en commun avant, ou est-ce que c'est des gens qui prenaient le taxi? Dans un cas ou dans l'autre, l'impact environnemental associé, il n'est pas du tout le même. Et, et c'est vraiment une dimension qui est peu prise en compte dans la tech aujourd'hui. Il y a tout un tas de notions socio-économiques comme les effets rebonds, vous en avez peut-être entendu parler, qui sont des vrais sujets, qui sont très difficiles à évaluer. On rentre dans une zone où en fait faire de l'évaluation c'est très compliqué. Et il ne faut pas forcément, à mon sens, passer beaucoup de temps à essayer de le faire. Par contre, réfléchir en amont aux conséquences des services qu'on développe, ça c'est quelque chose qu'on peut déjà faire. Et donc pour clôturer sur cette partie du sujet, en fait, ma perception des choses, personnellement, c'est que le périmètre d'action d'une développeuse ou d'un développeur ou de quelqu'un qui est dans le numérique de manière générale, c'est pas simplement ce qu'on fait au travail, c'est bien sûr la sphère professionnelle, c'est l'épargne. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'estimer l'empreinte carbone de vos comptes épargne, mais c'est assez intéressant à faire. Il y a une application qui s'appelle Rift qui vous permet d'avoir des estimations si ça vous intéresse. C'est ce qu'on fait dans la sphère personnelle. Bon, ça, le bilan carbone personnel, je pense que vous connaissez la chanson. Et c'est la sphère politique. La politique, c'est pas simplement la politique partisane, aller dans un parti politique. Ça démarre à tous les niveaux. Ça démarre au niveau local, régional, départemental, votre AG de copro. Il y a tout un tas d'éléments sur lesquels on peut agir d'un point de vue politique. Rejoindre des associations comme HOP, tout à l'heure, c'était un exemple. Et donc en fait, on est beaucoup plus que des personnes dans la tech sur ce sujet-là. On est des citoyens comme tout le monde. Donc on a des moyens d'action dans notre sphère pro, mais on en a beaucoup plus que ça. Un exemple d'action à la fois en tant que développeur, data scientist et citoyen, c'est ce qu'on peut aller faire chez Data for Good, qui est une association hyper intéressante. En fait, Data for Good, ils vont créer des cohortes. Et tous les 6 mois, il me semble, ils lancent une cohorte avec dans chaque cohorte, il y a entre une dizaine et une quinzaine de projets. Et c'est des projets d'intérêt général. Donc c'est généralement avec de l'open source dedans, mais ça dépasse souvent le logiciel. Par exemple, un site qu'ils ont sorti dans une des cohortes, c'est les Carbon Bombs. Carbon Bombs, c'est un site qui vous donne, avec des données qui ont été agrégées avec un modèle de machine learning, comme quoi de temps en temps on peut s'en servir de manière positive, ça va vous donner le top 10 des banques qui financent le plus les hydrocarbures et les projets d'extraction de pétrole, de gaz. Il y a aussi le top 10 des entreprises qui extraient directement. Enfin, voilà. C'est des données qui sont hyper intéressantes et a priori dont on a besoin pour s'investir en tant que citoyen. En conclusion, les rappels que je vous ai, enfin les takeaways que j'ai essayé de disséminer dans la présentation, on va les rappeler rapidement. Pour réduire les impacts environnementaux, l'efficacité est insuffisante. Toute ressource informatique économisée est une contribution importante. Donc, toute contribution à acheter moins de matériel, c'est un effet très très positif. Évaluer n'est pas agir, même si évaluer des fois c'est utile. Questionner le besoin et la technologie, c'est la première chose à avoir en tête et la première chose à actionner. Contribuer à décorréler le cycle de vie du matériel et le cycle de vie du logiciel, c'est un des points clés. Et le verrouillage logiciel sur le matériel, c'est une des explications de la gabegie actuelle. Ensuite, expliquer, partager, former. Voilà. Être dans l'esprit de l'open source autour de ces sujets-là et pas simplement dans un projet sur GitHub. C'est à mon avis vraiment un axe de changement. Et enfin, on est aussi des citoyens, on n'est pas juste des travailleurs et travailleuses du numérique. Donc on a beaucoup d'axes d'action et des fois ça se recoupe. Et en toute dernière conclusion, les talks que moi personnellement j'aimerais bien voir à la WAX 2025. Par exemple, comment nous servons 100 000 utilisateurs par jour avec au total 1 giga de RAM. Ça, ce serait une source de défis techniques et de problèmes d'ingénierie ultra intéressants. Et d'un point de vue environnemental, ça aurait vraiment du sens. Notre logiciel ou notre application est fluide sur un Pentium 3, comme on a fait. Comment nous avons réduit le poids de nos pages web à 10 kilooctets. Ça, il n'y en a plus beaucoup. Je ne sais pas si vous avez suivi les indices du poids moyen d'une page web à travers le temps, mais on est plutôt sur des centaines de mégas en moyenne.
comment j'ai fait tourner mon application mobile sur un Galaxy S4 ou un LG G2, donc c'est les smartphones de 2012. Mon setup de dev dont le matériel n'a pas changé depuis 10 ans, à rebours des photos de notre... je ne sais pas si vous avez vu sur